Une vieille femme est expulsée de son domicile pour ne pas avoir payé un mois de loyer au milliardaire. Mais le milliardaire trouve sa propre photo de bébé sur le mur, et quelques secondes plus tard, la vérité éclate. Avant de commencer, racontez-moi dans les commentaires, de quelle ville m'écoutez-vous? J'adorerais savoir jusqu'où cette histoire est parvenue. Maintenant, préparez-vous à découvrir une vérité enterrée depuis des décennies. On dit que le plus triste n'est pas de mourir dans l'oubli, mais de rester en vie, en sachant que personne ne se souvient de vous. La pluie frappait l'asphalte comme si le ciel était furieux. Ce n'était pas une pluie ordinaire. C'était de celles qui semblent emporter des secrets, qui mouillent jusqu'à l'âme. Devant la vieille maison de briques usées, 3 voitures de patrouille imposaient leur présence. 2 officiers soutenaient une vieille femme maigre, osseuse, la peau ridée par les années, mais avec une dignité que ni le temps ni l'abandon n'avaient pu lui enlever. Elle avait 78 ans. Son nom, Remedios Martin. Veuve depuis plus de 3 décennies. Elle avait pris soin d'enfants étrangers, nettoyé des maisons, vendu du pain au coin de la rue pour nourrir les autres. Jamais de luxe, mais une mémoire, et dans sa mémoire vivait une histoire que personne n'avait osé écouter, jusqu'à aujourd'hui. L'officier le plus gradé lui parlait froidement, sans élever la voix, peut-être par honte ou par peur de la regarder droit dans les yeux. « Madame, l'ordre est déjà signé. Vous devez partir. »« Je ne dois qu'un mois, » répondait-elle, trempée, les lèvres tremblantes. « Juste un mois, officier. J'ai vécu ici 42 ans. Ici, j'ai enterré ma fille. Ici, mon petit-fils est né. Je suis désolée, mais cela ne dépend plus de nous. » La porte s'ouvrit brusquement. 4 hommes en imperméable commencèrent à sortir ses affaires comme si c'était des déchets, un fauteuil à bascule en bois cassé, une boîte de photographie, une vieille radio avec une petite image collée, une tasse fissurée portant le nom « Carmencita » écrit à la main. Chaque objet tombait au sol comme si la vie elle-même se défaisait devant elle. Une femme du quartier, trempée jusqu'aux os, cria depuis le trottoir. « Ce n'était qu'un mois, Alonso. Elle a pris soin de la moitié du quartier pendant que tu jouais avec tes millions. » De l'autre côté de la rue, dans une voiture noire brillante, Alonso Ferré, propriétaire de l'immeuble et le plus jeune dirigeant du groupe immobilier Ferré et Fils, observait tout avec un regard impassible. Il avait 34 ans, des costumes de créateur, des comptes bancaires dans 5 pays, une expression vide. Il ne bougea pas. Ne cligna pas. Ne baissa pas la vitre. Son chauffeur le regarda dans le rétroviseur, attendant un signe, mais il n'y en eut aucun. « Voulez-vous que nous avancions avec les plans, monsieur Ferré ?» demanda l'architecte, assis à côté de lui. Alonso hocha simplement la tête, sans quitter la vieille femme des yeux, qui était maintenant assise sur le trottoir, se couvrant avec un carton. « C'est légal, » murmura l'architecte, comme pour se justifier. « Je sais. » Aucune émotion. Juste la procédure. Juste des chiffres. Juste des mètres carrés. Quelques heures plus tard, lorsque la pluie était devenue un écho lointain, Alonso retourna à l'immeuble. Le plan était simple, vérifier l'état de la structure avant la démolition prévue la semaine prochaine. Il était accompagné de l'architecte, d'un ingénieur et de 2 ouvriers chargés de couper l'électricité et de préparer l'inspection. L'endroit sentait l'humidité et l'enfermement. Les murs étaient couverts de fissures anciennes. La cuisine avait un poêle qui semblait d'une autre époque. Dans la chambre principale, des rideaux aux fleurs fanées pendaient encore, et une couverture faite à la main était posée sur le lit. Et dans le salon, une photographie accrochée au mur. Alonso la remarqua immédiatement. Pas parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'il y avait quelque chose en elle qui le fit s'arrêter. Il s'avança lentement, pas à pas. Le cadre était en bois. Couvert de poussière, mais on pouvait clairement voir un bébé d'environ 6 mois, aux yeux foncés, assis sur les genoux d'une jeune femme, identique à la vieille dame qui venait d'être expulsée. Il ne comprit pas tout de suite. Il cligna des yeux plusieurs fois. Une étrange pression lui serra la poitrine. Il s'approcha davantage. La femme souriait. Le bébé aussi. Et le visage de ce bébé, c'était le sien. Cela ne peut pas être, dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. Tout va bien, monsieur Ferré ? demanda l'architecte,
qui examinait des documents. Alonso ne répondit pas. Il resta paralysé devant l'image, le front froncé, comme s'il venait de voir un fantôme. Qui a mis ça ici? Laissa-t-il échapper brusquement. La photo? Je suppose que c'est la dame, n'est-ce pas? Quelle dame? La vieille. Celle qu'on a expulsée. Cette femme parlait toujours d'un petit-fils disparu. Elle disait qu'on l'avait vendu. Qu'on le lui avait volé alors qu'il n'était qu'un bébé. Personne ne la croyait. Vous savez, histoire de personnes âgées. Tout le monde pensait qu'elle délirait. Alonso se retourna lentement, le visage pâle. Elle a dit qu'on l'avait vendu? Oui. Elle le répétait souvent. Que sa fille avait été forcée de le donner en adoption, qu'elle ne l'avait jamais revu. Qu'elle avait des preuves, mais personne ne voulait les entendre. On disait qu'elle était folle. Ça va? Mais Alonso ne l'écoutait déjà plus. Ses mains tremblaient. Une goutte de sueur descendit sur son front, malgré l'air froid. La maison commençait à paraître plus petite. L'image du bébé s'était imprimée dans sa mémoire. C'était lui. Aucun doute. C'était son visage. C'était son regard. Ce grain de beauté sous l'œil droit, il l'avait depuis qu'il pouvait se souvenir. Il s'assit sur le vieux canapé, incapable de traiter ce qu'il venait de découvrir. Que s'est-il passé avec la fille de la dame? Demanda-t-il d'une voix rauque. L'architecte haussa les épaules. Elle est morte il y a des années. Je crois jeune. Elle n'en parlait jamais. Seulement de son petit-fils. Elle insistait qu'il était né dans cette même maison. Qu'on l'avait emmené de force. Pourquoi demandez-vous cela? Alonso resta silencieux. Il regarda de nouveau la photo. Tout son corps lui criait de fuir cet endroit. Mais il ne pouvait pas. La curiosité le maintenait prisonnier. La peur aussi. Cette nuit-là, il ne rentra pas à son Penthouse. Il ne répondit pas aux appels non plus. Il s'enferma dans son bureau personnel, dans l'un des étages de son entreprise. Il sortit une vieille boîte de sécurité qu'il n'utilisait presque jamais. À l'intérieur, des papiers d'adoption, une médaille de baptême, une photo en noir et blanc d'un bébé, lui. Au verso, une inscription effacée, allons sitôt, né de la tempête. Il ne put dormir. Pendant des heures, il se demanda pourquoi il n'avait jamais vu ses parents adoptifs avec un véritable affection. Pourquoi sa mère ne le prenait jamais dans ses bras? Pourquoi son père le regardait avec mépris lorsqu'il n'y avait personne? Il se souvint d'une fois, à 8 ans, où il avait entendu une dispute, cet enfant est une erreur. Nous l'avons seulement amené pour, la phrase s'interrompit avant qu'il puisse la comprendre. Tout commençait à s'emboîter. Mais tout se défaisait aussi. Le lendemain, il chercha les registres de l'expulsion. Il obtint le nom complet de la vieille dame, Remedio Martinez de Soto. Il consulta son dossier, son numéro d'identification, son historique médical. Une chose attira son attention, elle avait été internée plus de 10 ans dans un hôpital psychiatrique rural. Diagnostic, délire de persécution et perte de mémoire. Elle était sortie il y a seulement 5 ans, suite à un changement dans l'administration de l'hôpital. Elle avait été déclarée mentalement apte, mais sans domicile fixe. Elle retourna dans son ancienne maison, où elle vivait avec l'aide des voisins. Il découvrit également qu'elle avait déposé des plaintes concernant la disparition d'un bébé, pendant plus de 20 ans. Tout avait été classé. Aucune n'était allée en justice. Aucune n'avait été entendue. La colère se mêlait à la confusion. Alonso commença à jeter des objets dans son bureau. Il brisa un miroir. Il se coupa la main. Il ne s'en soucia pas. Il regarda son reflet déformé et ne pensa qu'à une seule chose, qui suis-je? L'image de la vieille dame, trempée sous la pluie, tremblant avec sa valise et sa tasse de café cassée, le poursuivait comme une ombre. Mais la voix de sa mère adoptive, qui pendant toute son enfance lui répétait: ne demande pas d'où tu viens. L'important, c'est où tu vas. Cette phrase avait maintenant du poison. Et de la douleur. Il sortit à sa recherche. Il visita les refuges. Il demanda dans les églises. Personne ne savait rien.
Une femme vendant des tamales dans la rue lui dit que Remedio avait été conduite à l'hôpital général à cause d'une crise de nerfs. Alonso arriva ce même soir, mais la vieille dame n'y était plus. Elle a été libérée ce matin. Elle a signé comme si de rien n'était. Elle est partie seule, lui dit une infirmière. Elle a dit qu'elle devait retrouver son petit-fils. Qu'elle l'avait vu de ses propres yeux. Personne ne l'a cru. Avait-elle une photo? Une adresse? Non. Elle a seulement répété une phrase. Je l'ai déjà trouvé. Mais il ne sait pas qui il est. Il ne se souvient pas encore de moi. Alonso quitta l'hôpital la tête basse. Il ne savait pas s'il perdait la raison ou s'il ouvrait les yeux pour la première fois. Du toit de son immeuble, cette nuit-là, il regarda la ville comme si c'était un lieu étranger. Toute sa vie, celle qui semblait parfaite dans les magazines et les interviews d'affaires, n'était qu'un mensonge monté avec des fils sales. Une histoire empruntée. Une origine achetée. Et la seule personne qui détenait les réponses, était maintenant perdue. Le vent soufflait fort. Mais cette fois, ce n'était pas la pluie qui le mouillait. C'était une larme. La première qu'il versait depuis des années. Et ce ne serait pas la dernière. Car ce qu'il allait découvrir, n'était que le début. Alonso restait immobile sur le toit. Il sentait le froid traverser sa peau, mais le vrai frisson venait de l'intérieur. Le monde entier semblait suspendu à un mensonge qui, enfin, commençait à se fissurer. Son passé, son identité, tout ce qu'il croyait savoir, s'effondrait maintenant comme un château de cartes. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Dans son penthouse, le silence devint insupportable. Les lumières de la ville clignotaient comme des témoins muets d'une vérité oubliée. Il se leva, alla jusqu'à son coffre-fort et prit le pendentif. Une petite médaille en argent, ternie par le temps, avec un nom gravé à peine lisible, Carmencita. Il n'avait jamais su qui le lui avait donné. Sa mère adoptive disait toujours qu'il était arrivé avec lui, mais qu'il n'avait aucune valeur. Qu'il était de mauvaise qualité. Il le conserva sans trop réfléchir, sans comprendre pourquoi il n'avait jamais pu s'en séparer. Cette nuit-là, il le tint entre ses doigts, comme si cet objet renfermait la réponse à toutes les questions qu'il n'avait jamais osé poser. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, une femme âgée marchait pieds nus dans une rue déserte. Elle portait un pull rafistolé, les cheveux attachés avec un vieux élastique et tenait un sac plastique contenant le peu qu'elle avait réussi à sauver de sa maison. Ses pieds saignaient. Mais son regard était fixe, déterminé. C'était Remedio. Son corps ne résistait plus beaucoup, mais son esprit était plus lucide que jamais. Quelque chose en elle s'était réveillé après avoir vu Alonso. Ce visage. Ses yeux. Cette façon de froncer les sourcils. C'était lui. Il n'y avait aucun doute. Son enfant perdu. Le souvenir arriva comme un éclair. Le passé la frappa si fort que ses jambes tremblèrent. Elle s'assit sur le trottoir, épuisée, tandis que son esprit ouvrait la porte qu'elle avait tenté de fermer pendant des années. Le manoir de la famille Del Solar était un lieu de secret déguisé en élégance. Remedio y travaillait depuis l'âge de 22 ans. Elle venait d'Oaxaca, cherchant une opportunité en ville. Elle s'occupait des enfants, cuisinait, lavait. La maison était immense, avec des sols en marbre et un jardin qui semblait sortir d'un magazine. Tout brillait, sauf les âmes qui y vivaient. Don Laureano del Solar, le patriarche, était un homme puissant, respecté dans les cercles politiques et d'affaires. Sa femme, Isabelle, était froide comme le marbre du sol. Elle parlait à peine au personnel. Elle regardait de haut. Mais la fille cadette de Remedio, Carmen, à peine 16 ans, était différente. Elle était douce, curieuse, passait des heures à lire dans la bibliothèque quand personne ne la voyait. Elle adorait la musique classique. Et c'est cet amour pour la musique qui la rapprocha du malheur. Remedio l'emmenait souvent chez les Del Solar quand elle n'avait personne pour la garder. Carmen aidait au ménage, bien que cela ne soit pas son obligation. Laureano l'observait. Toujours. Au début, Remedio pensa que c'était de l'admiration, une tendresse paternelle. Mais bientôt, les regards devinrent plus longs, plus sales, plus dangereux. Une nuit, Carmen ne retourna pas dans la chambre où elle dormait avec sa mère. Elle fut retrouvée à l'aube,
assise par terre dans la salle de bain, tremblante, serrant ses genoux contre elle. « Ne me touche pas, maman. Ne dis rien. Ne dis rien, s'il te plaît. » Ce fut le premier signe que quelque chose n'allait terriblement pas. Quelques jours plus tard, Carmen commença à vomir le matin. Elle était pâle, absente. Elle ne mangeait pas, Remedio insistait, mais elle répétait seulement qu'elle ne pouvait rien dire, que si elle parlait, il leur ferait du mal. Que les Del Solar avaient des amis partout. Que personne ne les croirait. Et elle avait raison. Lorsque Carmen accepta enfin d'aller chez le médecin, elle avait déjà près de 3 mois de grossesse. Remedio confronta Laureano. Elle le fit dans la cuisine, un jour où sa femme n'était pas là. Elle exigea une explication. Lui, sans même cligner des yeux, la menaça, si elle parlait, il la ferait disparaître. Elle et sa fille. Qu'il n'était pas un homme quelconque. Qu'il avait des influences, qu'il savait comment faire en sorte que tout paraisse un accident. Et pour prouver son point, le lendemain, elles furent renvoyées sans préavis. Sans indemnité. Sans lettre. Sans un mot. Remedio et Carmen se retrouvèrent dans la rue. Elles vécurent dans des foyers, des églises, des parcs. La grossesse avançait. Carmen, de plus en plus faible, commença à perdre du poids. La fièvre arriva. Les médecins dirent qu'elle avait une infection, que son système immunitaire était compromis. Quelques jours plus tard, un diagnostic cruel, VIH avancé. Elle avait été contaminée pendant les abus. Il était trop tard. Le traitement ne faisait aucun effet. Remedio vendit le peu qu'elle avait pour obtenir des médicaments. Parfois, elle demandait au feu rouge. Parfois, elle nettoyait des toilettes publiques. Carmen ne pouvait plus bouger. Elle ne faisait que pleurer la nuit. Elle disait qu'elle ne voulait pas mourir sans connaître le bébé. Que si l'enfant naissait et survivait, ce serait la seule chose bonne qu'elle laisserait dans ce monde. L'accouchement eut lieu dans un hôpital public, mal pris en charge, bondé, sans compassion. Carmen cria jusqu'à manquer d'air. Le garçon naquit vigoureux. Il pleura comme s'il savait que ce monde n'était pas juste. Ils l'appelèrent Alonso. Ce fut le seul nom que Carmen apprécia. Remedio le serra dans ses bras. L'embrassa. Lui promit de le protéger de sa vie. Mais cette promesse serait brisée en quelques jours. Un groupe de soi-disant assistants sociaux arriva à l'hôpital. Ils dirent que l'enfant nécessitait une évaluation spéciale. Qu'il y avait des complications. Qu'il devait être transféré dans une clinique spécialisée. Remedio, épuisé, les laissa l'emmener, pour quelques heures. Elle ne le revit jamais. Carmen mourut cette même nuit. Ses derniers mots furent « Ne les laisse pas l'emmener. Maman, ne les laisse pas l'effacer. » Remedio courut à la clinique. Elle n'existait pas. Personne ne savait rien. Elle appela des hôpitaux, des bureaux, alla à la police. On lui dit qu'il n'y avait aucun registre. Qu'il n'y avait aucune preuve. Qu'elle devait sûrement se tromper. On la traita de folle. On l'accusa de troubler l'ordre. Elle finit arrêtée pour avoir refusé de quitter le commissariat. Quelques jours plus tard, elle a été internée dans une clinique psychiatrique par ordre judiciaire. Les rapports médicaux indiquaient qu'elle souffrait de délire de persécution lié à une perte infantile imaginaire. Elle a été médicamentée, isolée, traitée comme une expérience. Des années passèrent. Sa mémoire devint confuse. Parfois, elle voyait le visage d'Alonso sur les murs. D'autres fois, elle rêvait de Carmen marchant avec le bébé dans les bras. Mais elle n'a jamais cessé de répéter la même phrase, « Mon petit-fils est vivant. Et un jour, il se souviendra de moi. » Pendant plus de 2 décennies, personne ne l'écouta. Jusqu'à ce qu'un nouveau directeur de l'hôpital examine son dossier, trouve des incohérences et la libère. Remedio retourna dans la maison où elle avait élevé sa fille. Ses voisins l'accueillirent avec tendresse. Elle vivait avec le peu que le gouvernement lui donnait, plus les dons des gens. Parfois, elle tricotait des écharpes. Parfois, elle parlait seule. Mais elle n'a jamais oublié. Et maintenant, après tout ce temps, elle avait vu son visage. Le visage d'Alonso. Plus comme un bébé. Mais comme un homme.
Un homme qui ne savait pas qui il était. Pendant que Remedio se souvenait, Alonso avait aussi des visions étranges. Il se réveillait en pleine nuit en sueur, avec des images qu'il ne reconnaissait pas. Une jeune femme pleurant. Une berceuse. L'odeur du pain frais. Des mains rugueuses caressant sa tête. Un matin, il alla rendre visite à sa mère adoptive. Pas par affection, mais par nécessité. Elle était alitée, déjà âgée, mais avec le même regard qu'auparavant. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ma véritable mère ? Encore avec ça ? Tu es maintenant un homme accompli. Ce qui s'est passé n'a pas d'importance. Bien sûr que ça a de l'importance. Qu'ont-ils fait de mes origines ? La femme le regarda avec mépris. Tu es un ferré. C'est tout ce qui compte. Tu crois que tu serais où tu es si nous ne t'avions pas sorti de là d'où tu venais ? Et d'où je viens ? Elle soupira, fatiguée. Laureano t'a acheté. Cela faisait partie d'un accord. Une manière de réparer son erreur. Nous t'avons adopté. Nous n'avions pas d'enfant. Ce n'était pas par amour. C'était par commodité. Et ma mère ? Une servante. N'importe laquelle. Qui s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas. Elle n'avait rien à t'offrir. Elle t'aurait entraîné dans la misère. Alonso serra les poings. Ils m'ont arraché à mon histoire. Nous t'en avons donné une meilleure. Il quitta cette maison en sentant que quelque chose en lui se brisait à jamais. Tout ce qu'il avait construit était entaché de secrets. Il se sentait voleur de sa propre vie. Le monde entier lui semblait étranger. Cette nuit-là, il regarda de nouveau la photo. Le bébé dans les bras de cette jeune femme. Et alors, à voix basse, comme s'il parlait à un fantôme, murmura. « Où es-tu » De l'autre côté de la ville, assise sur un banc en bois, Remedio caressait le pendentif qui avait appartenu à sa fille. Elle regardait le ciel. Et, les larmes aux yeux, murmura. « Il n'y a pas pire enfer que de savoir que ton sang marche loin, sans savoir qui l'a aimé en premier. » L'histoire était loin d'être terminée. Les pièces commençaient à s'emboîter. Mais il manquait encore des vérités qui feraient plus mal que n'importe quel mensonge. L'écho du passé ne faisait que commencer à hurler. Et l'enfant volé n'était plus un enfant. C'était maintenant un homme avec le pouvoir d'affronter la vérité, ou de la détruire. Alonso Ferré ne dormait plus depuis des jours. La fatigue le traversait comme un couteau, mais son esprit était une machine en marche, avec des engrenages rouillés qui grinçaient chaque fois qu'un nouveau souvenir, un nouveau doute, une nouvelle voix du passé essayait de se frayer un chemin parmi tout ce qu'il croyait savoir. Il s'enferma dans son bureau, éteignit son téléphone et ordonna au personnel de ne pas le déranger sous aucune circonstance. Il passa des heures devant l'écran, avec la photo de Remedio ouverte sur son bureau. Il chercha des noms, adresses, anciens dossiers judiciaires, rapports médicaux. Au milieu de cette recherche frénétique, quelque chose émergea d'une base de données filtrées, des paiements mensuels pendant plus d'une décennie à une clinique psychiatrique rurale. L'expéditeur était un compte au nom de Julien Ferré. Son père adoptif. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Alonso savait que Julien n'était plus l'homme qui avait autrefois dirigé l'empire immobilier de la famille. Depuis 2 ans, il vivait reclus dans son manoir, prisonnier du cruel labyrinthe de l'Alzheimer. Mais maintenant, chaque pas qu'il faisait le rapprochait d'un enfer dont il ne sortirait pas indemne. Il se prépara, prit sa voiture et se rendit à l'ancienne résidence Ferré. Pas en fils, mais en inquisiteur. À son arrivée, il fut accueilli par Rosaura, la femme qui avait été sa nourrice, son ombre, sa seconde mère. Ne le réveille pas, Alonso. Il est très agité cette semaine. Je ne viens pas pour le saluer. J'ai juste besoin de réponses. Rosaura le regarda avec un soupir de ceux qui portent des décennies. Tu dois faire attention. Il y a des vérités qu'on ne peut pas déterrer sans conséquence. Alonso ne répondit pas. Il monta les escaliers, traversa le couloir principal et entra dans la chambre de l'homme qui lui avait appris à se méfier avant d'apprendre à aimer. Julien était assis dans un fauteuil roulant, regardant par la fenêtre, les yeux perdus dans un coin du passé. « Papa » dit Alonso d'une voix ferme, bien que le mot lui paraisse amer. L'homme ne bougea pas.
Sa respiration était lente, contrôlée par les médicaments. Reconnais-tu ceci? Alonso posa sur la table une des lettres trouvées dans les archives. Elle venait du directeur de l'asile psychiatrique. Elle confirmait le transfert d'une patiente nommée Remedio Martinez, avec des instructions précises pour qu'elle soit réduite au silence. Le vieil homme tourna lentement la tête. Il le regarda dans les yeux, pendant une brève seconde, un éclair de clarté sembla traverser son regard. Elle n'aurait pas dû parler, elle était déjà morte en vie. Qui? Ma mère? Julien ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue, et d'une voix presque imperceptible, il murmura. Ne me regarde pas comme ça. Tu ne sais pas ce qu'était ce monde. Alonso sentit ses mains trembler. Il se pencha devant lui et, avec un calme calculé, dit. C'est toi qui l'as fait enfermer. Tu as payé pour qu'elle soit enterrée vivante. Pour qu'elle ne puisse pas me chercher. Pourquoi? Le silence fut une sentence. Julien se perdit à nouveau dans sa démence. Il commença à rire doucement, comme un enfant. Puis il parla dans le vide. La domestique avait des yeux tristes. Comme les siens. Elle ressemblait à sa fille. Trop. Alors Alonso comprit. Ils n'avaient pas seulement arraché un enfant des bras d'une femme. Ils avaient puni 3 générations pour le péché d'un homme qui jouait à être Dieu. Il sortit de la chambre en titubant. Il descendit à la bibliothèque. Il chercha le coffre qu'il se souvenait avoir vu dans son enfance. Il l'ouvrit. Il était rempli de cassettes vidéo, de celles qui étaient presque disparues. Il en emporta plusieurs dans son appartement, où il avait un lecteur ancien. Et là commença la véritable descente. La première vidéo montrait une chambre. L'image était instable mais nette. Une jeune femme, nue, assise sur un lit. Elle pleurait. Elle criait quelque chose, bien que l'on n'entendît pas clairement. En fond, la voix de Laureano del Solar parlait doucement, comme pour la calmer. Mais il n'y avait aucune tendresse. Juste le contrôle. Alonso mit la vidéo en pause. Il reconnut le visage de cette femme. C'était Carmen. Sa mère biologique. Il eut des nausées. Il se leva. Frappa le mur. Vomit dans le lavabo. Puis il se lava le visage et s'obligea à continuer à regarder. Il y avait plus de vidéos. Interviews de médecins, documents falsifiés, enfants remis sans suivi. Et au milieu de tout cela, des paiements signés par Julien Ferré. Le réseau était bien plus vaste qu'il ne l'imaginait. Ce n'était pas seulement son histoire. C'était une structure de pouvoir qui, pendant des années, avait détruit des vies comme des pièces d'échecs. Il chercha sa tante Dolores, sœur de Julien. Elle vivait dans une maison plus modeste, à l'écart du nom de famille. Elle l'accueillit avec un geste de culpabilité déjà inscrit sur son visage. Je savais qu'un jour tu viendrais. Il était temps. Pourquoi personne ne m'a dit la vérité? Dolores le fit entrer. Elle lui offrit du café, mais Alonso refusa. Il s'assit en face d'elle, les yeux rouges. Où tout cela a-t-il commencé? Elle soupira. Sa voix tremblait. Tu ne faisais pas partie du plan. Mais quand Carmen est tombée enceinte, Laureano a paniqué. Ton père était son associé. Il voulait tout couvrir. Il a offert de l'argent. En échange, on t'a donné à lui. À Julien. Tu es devenu le prix d'un pacte. Et pourquoi a-t-il accepté? Dolores le regarda avec un mélange de honte et de pitié. Parce que tu étais son châtiment. Tu l'as toujours été. Il ne t'a pas élevé par amour. Il t'a élevé pour se rappeler chaque jour ce qu'il avait fait. Il n'a jamais pu te voir comme un fils. Alonso serra les dents. Et toi, pourquoi es-tu restée silencieuse? Parce que j'avais peur. Parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait à Remedio. Parce que je savais que si je parlais, je finirais aussi dans un asile. Ou morte. La tension devint insupportable. Alonso se leva et se dirigea vers la porte. Merci pour ton silence. C'est la seule chose que j'ai apprise de cette famille. Il est sorti de la maison sans se retourner. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était du dégoût. C'était du désespoir.
C'était le vertige de savoir que tout ce qu'il avait construit reposait sur des fondations pourries. Chaque prix, chaque contrat, chaque interview télé, tout soutenu par un mensonge, un vol, un crime qui ne prescrivait pas. Cette nuit-là, il s'enferma dans son bureau. Il ferma les rideaux. Il n'alluma pas les lumières. Il s'assit devant le miroir et se contempla longuement. Il se vit pour la première fois. Il n'était pas Alonso Ferré. Il ne savait pas qui il était. Un nom volé. Une vie impostée. Un produit du silence. Pendant ce temps, dans l'aile sud de l'hôpital général, Remedio toussait à nouveau du sang. Sa pneumonie s'était aggravée. Le lit était dur. Les couvertures rares. Personne ne venait la voir. Juste une voisine qui lui apportait du pain sucré quand elle le pouvait. Et une infirmière qui la traitait avec une tendresse timide, comme si elle pressentait que cette femme avait une histoire encore non racontée. « Voulez-vous que j'appelle quelqu'un ?» demanda l'infirmière. Remedio secoua la tête. « Ma famille ne sait plus que j'existe. Mais je me souviens de tous. » L'infirmière l'a mieux recouverte. « Vous êtes forte. Vous allez vous en sortir. » Remedio sourit avec une douleur ancienne sur les lèvres. « Non. Mais je n'ai pas peur. La seule chose qui me fait mal, c'est de ne pas l'avoir embrassée quand je l'avais si près de moi. » La nuit, l'hôpital sombra dans la pénombre. Le son des moniteurs était le seul qui remplissait le couloir. Remedio regardait le plafond. Elle pensait à Carmen. À Alonso. À la photo qu'elle avait laissée accrochée. La fois où elle l'avait vu et avait su, dans son âme, que c'était lui. Son enfant. Dans son esprit, la berceuse qu'elle chantait à Carmen refit surface. Elle la fredonna d'une voix faible. Et, pendant un instant, elle ressentit à nouveau les bras de sa fille, le rire de son petit-fils, la paix d'un foyer qui n'avait jamais existé pleinement. De l'autre côté de la ville, Alonso marchait dans le bureau de son père. Il regardait les murs. Chaque tableau, chaque trophée, chaque médaille. Et il pensait à combien de personnes avaient été enterrées dans ce silence. Combien de mères. Combien d'enfants. Il alluma une bougie. Il plaça sur la table la photo de Carmen. Il l'avait imprimée à partir d'une des vidéos. À côté, il posa le pendentif. Puis il s'assit. Et pour la première fois de sa vie, il pleura comme un fils. Pas pour ce qu'il avait perdu, mais pour tout ce qu'il n'avait jamais su avoir. L'obscurité était épaisse. La douleur profonde. Et l'enfant volé ne voulait plus de vengeance. Il voulait de la justice. Et il était prêt à tout brûler pour l'obtenir. Alonso n'avait pas dormi. Encore une fois. Pas par insomnie. C'était une usure plus profonde. Une veille de l'âme. Quelque chose s'était fracturé à l'intérieur et il ne trouvait plus de quoi se soutenir. Il errait dans son appartement comme un fantôme, le regard fixé dans le vide, les pieds nus et le cœur en morceaux. Sur la table, étaient éparpillés les documents qu'il avait réunis en silence pendant des semaines. Registres d'adoption irrégulière, paiements illégaux, noms cachés parmi des signatures et tampons flous. Et parmi eux, la seule photo imprimée qu'il conservait de Carmen, sa mère biologique, extraite de ces vidéos sombres que son père avait cachées pendant des décennies. Une partie de lui luttait encore pour ne pas se briser. Une autre s'était déjà brisée sans qu'il s'en aperçoive. Il y avait quelque chose de plus qui le poussait. Quelque chose qu'il ne pouvait expliquer avec des mots. Comme un besoin de creuser plus profondément. De comprendre tout le réseau. Car ce qu'ils avaient fait à sa mère et à Remedio n'était pas un cas isolé. Il n'était pas une erreur accidentelle. Il faisait partie d'un système pourri. Alors il appela Luz. Elle était journaliste indépendante, l'une des rares à ne pas se vendre, à ne pas avoir peur de marcher dans les couloirs sombres du pouvoir. Il l'avait rencontrée lors d'un gala de charité quelques mois plus tôt, alors qu'il portait encore des costumes à 5000 $ et souriait sur les couvertures de magazines. Il la convoqua dans un café discret, loin des lieux où on avait l'habitude de le reconnaître. Luz arriva, les cheveux attachés en tresse, sac à dos en bandoulière, jean usé et les yeux pleins de questions. Alonso n'attendit pas les présentations. « J'ai trouvé ceci, dit-il, déposant la photo et un petit dossier sur la table.
Luz ouvrit les documents, les parcourut avec rapidité entraînée. Lorsqu'elle vit la photo, son visage changea complètement. Elle pâlit. Où as-tu trouvé cette image? C'est ma mère. Enfin, la biologique. Carmen Martinez. La photo provient d'une cassette qui était dans le coffre-fort de mon père adoptif. Celui qui a signé mon adoption. Luz respira profondément. Sa main trembla légèrement. Cette maison, je l'ai enquêtée. C'était l'un des centres clandestins de transfert de mineurs dans les années 90. Elle figure sur la liste des lieux où des bébés ont disparu. Et ton cas n'était pas le seul. Alonso la regarda sans cligner des yeux. Combien? Plus de 200. Certains ont été vendus à des familles étrangères. D'autres à des entrepreneurs nationaux. Il y a eu des enfants qui n'ont jamais été enregistrés. D'autres ont été enterrés sans nom. Le réseau incluait des juges, des prêtres, des médecins et même des fonctionnaires du DIF. C'était un système parfait, parce que personne ne voulait croire qu'il existait. Et comment cela se connectait-il au ferré? Luz hésita. Puis elle ouvrit son sac à dos et sortit un carnet usé. Dedans, il y avait des notes, des dates, des noms. Elle le posa sur la table et chercha une page. Regarde ça. Cet acte de naissance a été modifié par le juge Santillan en 1991. La même année où tu apparais comme adopté par Julien Ferré. Le juge était un ami intime de Laureano del Solar. Et ce document? Elle en montra un autre. C'est Esteban Vargas. Ton ami d'enfance, non? Alonso sentit comme si on lui serrait la poitrine. Oui. Esteban. Je l'ai rencontré quand j'avais 5 ans. Nous étions dans la même école privée. J'ai toujours pensé qu'il était comme moi, d'une famille aisée. Esteban a été enregistré avec de faux noms de famille. Il a été remis aux mêmes dates que toi. Il faisait aussi partie du réseau. Alonso resta silencieux. Il le sait? Oui. Et pendant des années, il a essayé de faire croire quelqu'un. Mais on l'a traité de fou. Déséquilibré. Puis il a quitté le pays. Il est revenu récemment. Il vit dans un quartier périphérique. Isolé. Alonso ferma les yeux. Il y avait quelque chose qui le traversait au-delà des documents. Un souvenir. Esteban, quand ils avaient 15 ans, sur le toit de l'école, pleurant sans raison apparente. Il lui avait dit quelque chose qui maintenant prenait sens. Nous ne sommes pas ce que nous semblons être, Alonso. Nous sommes au mauvais endroit. Alonso avait ignoré. Il avait pensé à une crise d'adolescent. Il se sentait sale. Complice. Même sans le savoir. J'ai besoin de le voir, dit-il, soudain. Luz acquiesça. Je t'accompagne. Mais prépare-toi. Il ne va pas t'accueillir à bras ouverts. 2 heures plus tard, ils étaient devant une petite maison en périphérie de la ville. L'endroit avait des murs écaillés et un portail en fer rouillé. Alonso frappa. Rien. Il frappa de nouveau. Ils entendirent des pas. Une fente s'ouvrit. 2 yeux l'examinèrent intensément. Que fais-tu ici? Esteban, j'ai besoin de te parler. Tu as déjà parlé. Il y a des années. Tu n'as juste pas écouté. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. C'est le pire, répondit Esteban en ouvrant lentement la porte. Que tu avais tout devant toi, et que tu n'as pas voulu voir. Ils entrèrent. L'endroit était rempli de livres, de coupures de journaux, de photos anciennes. Une enquête personnelle. Un fichier secret. Depuis combien de temps tu collectionnes tout ça? Depuis que j'ai 12 ans. Depuis que j'ai découvert que ma date de naissance ne correspondait pas à mon enregistrement. Depuis qu'un prêtre ivre m'a dit qu'on m'avait retiré d'un orphelinat qui n'existait même pas. Alonso baissa la tête. Je suis ici pour trouver la vérité. Et quand feras-tu, Alonso? Demander pardon? Livrer ton père mourant? Détruire ton nom de famille? Tu ne le feras pas. Parce que le pouvoir ne se rend pas si facilement. Je n'ai plus de pouvoir. Juste des questions. Esteban le regarda avec colère.
Tu savais. Tu as juste voulu l'ignorer. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit avant. Parce que j'ai vu comment tu vivais. Tes costumes, tes luxes, ton indifférence. Pendant que je cherchais ma mère, tu te préoccupais de tes chiffres trimestriels. Je suis désolée. Ça ne sert à rien. Aux enfants morts, un « désolé » ne redonne pas la vie. Le silence tomba comme une dalle. Alonso, blessé, sortit la photo de Carmen. Il la montra. C'est ma mère. Je l'ai perdue avant de la connaître. Je n'ai que ça. Esteban la regarda. Il se tendit. Et, sans le vouloir, ses doigts touchèrent une bougie allumée sur le bureau. La flamme toucha le bord du papier. Attention. Mais il était déjà trop tard. Le feu s'est propagé en quelques secondes. Alonso a essayé de l'éteindre avec ses mains. Luz a pris une serviette humide et l'a étouffée. Mais l'image était déjà détruite. La seule photo qu'il avait de sa mère. Carbonisée. Alonso est tombé à genoux. Pas à cause de la perte matérielle. Mais à cause du symbole. C'était comme si tout ce qui lui restait s'était évaporé avec ce feu. Je n'ai plus rien, chuchota Tegil. Rien. Luz s'agenouilla à côté de lui. Tu as la vérité. Et maintenant tu sais que tu n'es pas seul. Esteban resta silencieux, mais son expression avait changé. Moins de colère. Plus de tristesse. Si tu veux faire quelque chose de tout ça, fais-le correctement. Ne l'utilise pas pour te racheter. Utilise-le pour mettre la merde en lumière. Même si ça t'entraîne aussi. Alonso se leva. Ses mains étaient noires de suie. Ses yeux pleins de feu. Il n'y avait plus de place pour la peur. Ni pour les excuses. Il avait tout perdu. Son nom de famille. Son histoire. Son visage. Et maintenant, même le souvenir de sa mère. Mais il lui restait une chose. La vérité. Et il était prêt à l'utiliser comme une arme. Même si cela le détruisait dans le processus. Même si cela le laissait seul. Parce que la mémoire brûle aussi. Et Alonso Ferré, ou qui qu'il fût réellement, avait décidé qu'il était temps de brûler l'empire du silence. De l'intérieur. Sans pitié. Sans retour. Mais personne ne l'avait averti que, avant d'allumer la mèche, il devrait passer par un incendie plus intime, plus cruel, plus douloureux, celui que l'on porte en soi lorsque l'idée de qui l'on croit être s'effondre. Il disparut de la carte. Éteignit son téléphone, annula des rendez-vous, suspendit des paiements. Il ne retourna ni à son appartement, ni à ses bureaux. Il séjourna dans une chambre d'hôtel sale, que personne n'associerait à son nom. L'endroit sentait l'humidité, le matelas avait un creux au centre et la lumière clignotait. Mais là, pour la première fois, Alonso pouvait respirer. Parce que cet endroit n'avait pas de passé. Pas de témoin. Et il avait besoin de cela, le silence pour se briser sans que personne ne le regarde. Il passa 3 jours sans parler à personne. Il ne mangeait pas, buvait de l'eau comme si le liquide pouvait effacer l'angoisse. Vomissait parfois, sans raison apparente. Parfois par dégoût. D'autres fois par impuissance. Il restait des heures devant le miroir, observant ses yeux, essayant de trouver quelque chose de familier, quelque chose de vrai. Mais tout sur son visage lui semblait étranger. Comme s'il portait un déguisement qu'il n'avait jamais enlevé. Une nuit, il arracha tous les documents du dossier que Luz lui avait donné. Photos d'autres enfants, noms, dates, visages. Des visages arrachés de leur histoire, comme lui. Et parmi ces papiers, une lettre manuscrite, oubliée entre les feuilles. L'écriture était tremblante, féminine, ancienne. Carmen. Alonso lut chaque ligne comme si chaque mot lui enfonçait une aiguille dans la poitrine. Si un jour tu lis ceci, c'est que tu as survécu au mensonge. Tu es mon fils. Je t'ai appelé Alonso parce que c'était un nom que j'avais rêvé quand j'étais enfant. J'ai toujours voulu te protéger, mais on ne m'a pas laissé. Ils m'ont arraché l'âme quand ils t'ont enlevé de mes bras. Je t'ai cherché jusqu'au dernier souffle. Si tu ne te souviens pas de moi, ne me déteste pas, vis simplement. Mais vis dans la vérité. Car le silence tue plus que l'oubli.
Le papier s'humidifia avec ses larmes. Alonso le plia avec soin et le rangea dans sa veste. Ce n'était pas juste une lettre. C'était un adieu depuis la mort, écrit par une mère qui n'avait jamais eu l'occasion de l'embrasser. Il s'habilla. Quitta l'hôtel sans prévenir. Il marcha dans des rues qu'il ne reconnaissait pas, cherchant quelque chose qu'il ne savait même pas nommer. Il se retrouva devant un hôpital municipal. Il entra. Il marcha dans les couloirs comme si quelque chose le tirait de l'intérieur. Il demanda des dossiers d'adoption. Personne ne lui répondit. On le regardait avec méfiance. Alors il changea de stratégie. Il se présenta comme journaliste. Il dit qu'il enquêtait sur des disparitions dans les années 1990. Il mentionna des noms. Et alors, lentement, certaines portes commencèrent à s'ouvrir. Une infirmière le conduisit à un ancien fichier poussiéreux, où les papiers étaient presque rongés par le temps. Là, il trouva une liste. Son nom n'y était pas. Mais celui d'Esteban, oui. Et 30 autres. Tous disparus aux mêmes dates. Tous avec un destin incertain. L'infirmière qui l'assistait murmura. Beaucoup de ces enfants sont partis d'ici avec de prétendus adoptants. Mais on n'a jamais confirmé si c'était légal. À cette époque, il y avait de l'argent en jeu. Et des médecins faisaient ce qu'on leur demandait. Alonso repartit les mains vides, mais l'âme plus remplie de boue. Il décida d'aller plus loin. Il visita un ancien orphelinat en ruine, fermé depuis une décennie. Il trouva une femme qui avait été aide-cuisinière. Les enfants arrivaient sans nom. Juste des numéros. Ils ne parlaient pas. Certains pleuraient toute la nuit. D'autres ne savaient même pas leur âge. Le système était une prison. Personne ne posait de questions. Elle se souvenait aussi d'un garçon avec un grain de beauté sous l'œil. Qui pleurait seul quand on éteignait les lumières. Alonso sut que c'était lui. Que ce garçon, c'était lui. Brisé avant même de comprendre ce que signifiait être brisé. De retour en ville, il descendit d'un taxi sans trop réfléchir. Il traversa plusieurs rues jusqu'à l'auberge où Luz lui avait dit que Remedio se trouvait. Il ne prévint personne. Il n'emmena aucun garde du corps. Il ne se prépara pas émotionnellement. Il marcha simplement jusqu'à la porte d'entrée et demanda à la voir. On le reconnut immédiatement. Pas comme le millionnaire, mais comme l'homme revenu quelques jours plus tôt à la recherche d'une femme avec qui il partageait une histoire inachevée. Remedio était dans une chambre simple, aux murs couleur crème et à un lit en métal. Elle dormait. Son visage, bien que fatigué, avait une sérénité qu'Alonso ne comprenait pas. Il s'approcha à pas lents. Il s'assit sur une chaise à côté d'elle. Il la regarda. Il sentit un nœud dans sa gorge. Il resta là presque une demi-heure en silence. Quand il parla enfin, ce fut à voix basse, comme s'il craignait de réveiller la tristesse. « Je ne mérite pas que tu m'appelles petit-fils. Mais si tu me donnes ne serait-ce qu'un regard, je saurai que j'ai la permission de continuer à vivre. » Elle n'ouvrit pas les yeux. Mais son visage bougea légèrement. Sa main trembla. Et au milieu de son délire, elle murmura quelque chose qu'Alonso n'oublierait jamais. L'amour ne se réclame pas. Il se reconnaît. Ce fut comme un signe. Comme si, même dans sa fragilité, Remedio savait qu'il était là. Qu'il était revenu. Que quelque chose en lui avait changé. Alonso prit sa main avec précaution. Il ne savait pas comment demander pardon. Il ne savait même pas pourquoi. Mais quelque chose en lui comprenait que cet instant était une réunion sacrée. Pas de mots. Mais de présence. Cette nuit-là, quand il sortit de l'auberge, le monde lui sembla plus silencieux. Plus net. Il marcha jusqu'à sa maison vide. Le penthouse brillait d'une propreté absurde. Trophées, sculptures, écrans géants, vinrent importés. Tout à sa place. Tout froid. Tout mort. Il alluma toutes les lumières. Ouvrit chaque placard. Toucha chaque objet comme pour essayer d'y trouver un sens. Rien n'avait de poids. Ni valeur. Ni âme. Il s'assit devant sa vitrine de prix. Titre, distinction, couverture de magazine. Tous parlaient du succès d'Alonso Ferré.
Mais aucun ne parlait du garçon qui avait été volé. De la mère morte sans justice. De la grand-mère qui avait survécu à l'oubli. Des autres enfants qui n'avaient jamais trouvé la vérité. Il se leva. Prit une valise. Il n'y mit ni vêtements, ni montre. Seulement des documents. Des photos. Des lettres. Les quelques objets qu'il avait sauvés du naufrage de sa mémoire. Il ferma la valise. Regarda une dernière fois son reflet dans le miroir de l'entrée. Il ne se reconnaissait pas. Mais il ne voulait plus se reconnaître. Il voulait renoncer. À son nom. À sa fortune. À son rôle dans un système corrompu. Il voulait se reconstruire à partir de zéro. Mais pas pour la rédemption. Pour la dignité. Et pour cela, il devait se vider. Disparaître complètement. Tuer l'Alonzo Ferré que la société avait créé. Pour que naisse enfin l'homme que sa mère avait voulu qu'il soit. Le petit-fils que Remedio espérait encore voir les yeux ouverts. Et cela n'était possible que s'il laissait tout derrière lui. Sans peur. Sans nom. Sans masque. Car la vérité ne tenait pas dans cette maison. La décision était prise. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Alonzo Ferré était mort, même si son corps continuait de respirer. Le nom, les luxes, les applaudissements, les titres, tout cela ne lui appartenait plus. Cela avait été gravé dans le sang d'autrui, dans des silences achetés et des vérités enterrées de force. Ce qui venait maintenant n'était pas un règlement de compte. C'était une exécution émotionnelle. Une démolition. La sienne, celle de sa lignée, de ce système qu'il avait englouti comme tant d'autres. Il passa 3 jours sans parler à personne. Organisa tout en secret. Loua la salle privée du restaurant le plus exclusif de la ville. L'un de ces endroits où les couverts portent des initiales gravées et où les vins ne figurent pas sur la carte. Là, se réunirait l'élite. Celle qu'il avait applaudie pendant des années sans savoir qui il célébrait. Il envoya les invitations personnellement. Ni assistant, ni intermédiaire. Il appela un par un. Sa tante Dolores, son principal associé, le directeur de son ancien cabinet juridique, Luz, Esteban. Il les convoqua avec une excuse simple, remerciement. Il voulait, dit-il, faire une clôture symbolique avant de laisser l'entreprise entre de nouvelles mains. Les réponses furent immédiates. Tous acceptèrent. Personne ne posa de questions. Il n'était pas habitué à remettre en question un Ferré. Cette nuit-là, la salle brillait de lumière tamisée. La longue table, recouverte de nappes en lin, était décorée de fleurs blanches. L'air sentait le bois fin et le vin rouge vieilli. Une douce symphonie flottait dans l'air. La scène était parfaite, calculée jusque dans les moindres détails. Ils arrivèrent un par un. Dolores, avec son collier de perles, sourit et embrassa Alonzo sur la joue comme si elle ne savait pas encore qu'elle était assise sur une mine. Les associés rirent entre eux, portèrent un toast à des contrats et à de futurs voyages. Luz resta silencieuse, le dos droit et les yeux perçants. Esteban arriva en retard. Il s'assit au bout de la table, sans saluer personne. Il était habillé en noir. Il ne toucha pas au vin. Alonzo les observait depuis l'autre extrémité. Devant lui, un épais dossier fermé. Pas de verre à sa place. Juste un verre d'eau. Merci d'être venu, dit-il, élevant doucement la voix. Cette soirée est importante pour moi. Plus que vous ne l'imaginez. Dolores applaudit doucement. Il était temps de te voir reprendre le contrôle, mon cher. Tu semblais épuisé ces derniers temps. Tu t'étais trop éloigné. Il sourit. Une grimace triste. Ce n'était pas un sourire de politesse. C'était le dernier sourire qu'il pensait leur offrir. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Leur dire qui je suis vraiment. Les conversations s'éteignirent. Les couverts s'arrêtèrent en l'air. Tous le regardèrent. Je ne m'appelle pas Alonzo Ferré. Ou, du moins, pas avec le droit que vous croyez. Ce nom faisait partie d'une transaction. Un échange entre familles corrompues. Une manière d'effacer un crime. J'ai été acheté. J'ai été volé des bras de ma mère biologique, Carmen Martinez,
après qu'elle ait été abusée par un homme que vous connaissiez tous très bien, Laureano del Solar. Ami de cette famille. Associé. Compagnon de table pendant des années. Quelqu'un toussa. Un autre bougea sa chaise. Ensuite, j'ai été remis comme monnaie de rédemption à mon supposé père, Julien Ferré. Le même qui a payé pendant des années pour enfermer ma grand-mère, Remedio Martinez, dans une clinique psychiatrique. Pas parce qu'elle était folle, mais parce qu'elle connaissait la vérité. Et la vérité, dans ce monde, dérange. Dolores laissa tomber sa serviette. Ses mains tremblaient. Alonso, ce n'est pas le moment pour... Tais-toi, Dolores, l'interrompit-il, sans hausser la voix. Tu savais tout. Tu as signé les faux documents. Tu m'as vu grandir en sachant que je ne faisais pas partie de cette famille. Tu ne m'as jamais embrassée comme une tante. Tu me voyais comme une punition. Comme le rappel de la tâche qu'il fallait cacher. Tu as passé ta vie à couvrir un monstre. Et tu l'as fait avec un sourire impeccable. Dolores resta figée. Personne n'osa la défendre. Ma vie a été un mensonge, continua Alonso, tournant le regard vers ses associés. Mes entreprises, mes contacts, mes biens, tout ce que j'ai touché est entaché par l'histoire que vous avez ignorée par convenance. Ce n'est pas seulement ma famille. C'est ce système. Ce cercle de pouvoir qui fait taire ceux qui crient. Qui fait disparaître ceux qui dérangent. Qui transforme les bébés en marchandises. Alonso ouvrit le dossier. Il sortit des documents, des photos, des listes. Il les distribua un par un. Visage connu. Registre d'adoption illégale. Nom. Prénom. Date. Ce réseau ne m'a pas seulement impliqué. Il y a des centaines de noms. Des enfants qui n'ont jamais su qui ils étaient. Certains sont morts en chemin. D'autres sont encore perdus. L'un d'eux est ici ce soir. Esteban. Tous les regards se tournèrent vers lui. Esteban ne bougea pas. Il a essayé de me prévenir. Pendant des années. Mais je n'ai pas voulu écouter. Et c'est pourquoi je suis aussi coupable. J'ai été complice du silence. J'ai construit un empire sur la douleur des autres. Je l'ai nourri. Je l'ai vendu. Je l'ai transformé en image publique. On m'a récompensé pour cela. Esteban leva les yeux pour la première fois. Pas avec haine. Avec compassion. Une compassion amère. Tu as été comme les autres, dit-il à voix basse. Mais au moins tu es arrivé à temps. Je n'en suis pas sûr, répondit Alonso. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux plus continuer à vivre ce mensonge. Il prit sa montre en or, celle qu'il portait depuis ses 17 ans, cadeau de Julien Ferré. Il la regarda un instant. Puis la lança violemment au sol. Le choc résonna dans le salon. Un silence funèbre s'installa. Ensuite, il prit son téléphone, le regarda une dernière fois, et le laissa tomber dans un verre de vin. Le verre se brisa. Le liquide se répandit sur la nappe blanche comme une tache impossible à effacer. Je ne veux rien de tout ça. Mon histoire appartient à une autre destinée. Vous êtes déjà mort pour moi. Il se leva. Personne ne prononça un mot. Pas un seul. Luz se leva après lui. Elle marcha derrière, sans le toucher. Juste l'accompagnant. Esteban sortit en dernier. En arrivant à la porte, il se retourna. Maintenant, décidez ce que vous voulez faire de ce que vous savez. Mais souvenez-vous, la vérité ne demande pas la permission. Elle arrive, point. Et quand elle arrive, elle brûle. Le salon resta silencieux. Une fête transformée en veillée. Une table qui avait été un hôtel du pouvoir, réduite en cendres morales. Dehors, Alonso prit une profonde inspiration. L'air était froid. Le ciel couvert. Mais quelque chose dans sa poitrine avait changé. Ce n'était ni soulagement ni rédemption. C'était du vide. Mais un vide propre. Pour la première fois, un vide à lui. Réel. Sans artifice. Cette nuit-là, il marcha sans but. Il ne retourna pas à l'hôtel. Il ne retourna dans aucun lieu connu. Car ce qui allait venir maintenant n'avait pas de carte.
Et c'était exactement ce dont il avait besoin. Le chaos. L'oubli. La liberté. Et le poids de la vérité, qui bien qu'il fasse mal, n'était plus un fardeau. C'était son unique héritage légitime. Et il était prêt à le porter. Seul. Jusqu'où il faudrait. Car le feu avait déjà commencé. Et maintenant, il était impossible de l'éteindre. Jusqu'où il faudrait. Car le feu avait déjà commencé. Et maintenant, il était impossible de l'éteindre. Les mois passèrent comme passent les hivers rigoureux, lents, gris, sans demander la permission. Les nouvelles du scandale ferré se répandirent dans les rues de la ville comme un poison sans antidote. Les unes parlaient de corruption, de trafic de mineurs, d'alliances douteuses entre familles de l'élite et fonctionnaires. Certains s'indignaient, d'autres faisaient semblant de ne pas comprendre. Ce que les journaux n'ont jamais dit était ce qui comptait le plus, derrière chaque chiffre se cachait un enfant sans nom. Une mère brisée. Une grand-mère réduite au silence. Une histoire arrachée à la poitrine. Alonso ne remit jamais les pieds en ville depuis cette nuit du dîner. Il ne revint pas chercher ses affaires. Il ne retira pas d'argent. Il disparut de la carte comme s'il n'avait jamais existé. Personne n'eut de nouvelles de lui. Certains disaient qu'il était en Europe. D'autres affirmaient qu'il était mort. Les rumeurs se multiplièrent parce que le vide a besoin de réponses. La vérité était autre. Alonso vivait dans une petite maison en bois perdue entre les collines, où il n'y avait ni réseau téléphonique ni Wi-Fi. Juste un chemin de terre qui montait entre des champs de maïs et un ruisseau qui le matin chantait avec le vent. La maison était petite, avec un toit en tôle, une table faite main et un lit en bois. Il l'avait construite lui-même avec l'aide d'un charpentier du village. Cela lui avait coûté plus que n'importe quelle tour de verre qu'il avait jamais fait construire. On l'appelait Thomas. C'était un nom simple. Sans héritage. Sans poids. Sans passé. Il apprit à cultiver en silence. Il plantait des oignons, des courges, des tomates. Il lisait de vieux livres qu'il trouvait dans les marchés locaux. Il apprit à écouter les cycles de la terre, le langage des oiseaux, le rythme du feu lors des nuits froides. Il ne se pressait plus. Il ne feignait plus. Un matin d'avril, une lettre arriva. Le facteur du village monta à pied jusqu'à sa maison. C'était un homme âgé, maigre, avec une vieille casquette et un accent doux. « C'est pour vous, dit-il. L'expéditeur est barré, mais il y a votre nom. Enfin, celui que vous avez dit être le vôtre. » Alonso ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Le papier était jaunâtre, l'encre presque effacée. L'écriture était petite, tremblante, comme si chaque mot avait été écrit avec l'urgence d'un soupir. C'était de Remedio. « Allons sitôt. Je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne sais pas si tu m'as vu dormir. Mais moi je t'ai vu. Et cela me suffit. Peu importe si tu ne m'as pas appelé grand-mère. Peu importe si tu ne m'as pas embrassé. J'ai vu tes yeux. Et en eux, il y avait ma fille. Et cela, pour moi, a été le miracle que je n'ai jamais demandé à haute voix. Ne pleure pas pour moi. J'ai déjà été heureuse le jour où je t'ai revu. Maintenant va, et deviens un homme véritable. Pas de ceux qui construisent des bâtiments. Un de ceux qui élèvent les personnes. Pas de ceux qui cherchent des applaudissements. Un de ceux qui savent se taire quand le monde crie. Je pars tranquille. Parce que tu t'es réveillé. Parce que tu sais déjà qui tu es. Et cela vaut plus que n'importe quel nom de famille. Je t'aime, même si tu ne te reconnais pas encore, Remedio. La lettre tomba sur la table. Alonso resta assis, regardant le ciel par la fenêtre. Le vent faisait bouger les branches des arbres comme s'il applaudissait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Il ne pleura pas. Mais une expression étrange se dessina sur ses lèvres. Ce n'était pas de la tristesse. C'était un silence plein de vérité. Enfin. Depuis ce jour, chaque fois qu'il sentait que le passé le poursuivait, il ouvrait cette lettre. Pas pour la lire. Juste pour la toucher. Comme si le papier portait la peau de Remedio. Comme si le temps ne pouvait effacer ce qui est écrit avec amour. Dans le village, on l'accepta sans question.
C'était un endroit où les histoires se racontaient de bouche à oreille, mais où l'on savait aussi quand garder le silence. Certains soupçonnaient que Thomas n'était pas son vrai nom. Que cet homme au regard profond et aux mains maladroites n'était pas né entre les montagnes. Mais personne ne demandait. Car dans les villages, l'identité est moins importante que la présence. Un jour, alors qu'il cultivait, une petite fille s'approcha. Elle avait 7 ans, des tresses en bataille et un cahier à la main. « Vous êtes le nouveau maître ?» Il se pencha, retirant son chapeau. « Je ne sais pas. Tu crois que j'en ai l'air ?» La fillette le regarda sérieusement, comme seuls les enfants savent le faire. « Ma grand-mère disait que vous étiez spécial. Que vous aviez les yeux tristes de ceux qui ont trop vécu. » Alonso resta silencieux. La fille ouvrit son cahier et lui montra un dessin. C'était une maison avec un cerf-volant rouge dans le ciel. Une femme âgée, un enfant avec une fleur à la main, et un chien. Elle disait que c'était sa maison du vent. « Et où est ta grand-mère maintenant ? » Elle est partie. Mais elle m'a laissé ce dessin et m'a dit de le chercher. Que lorsque je verrai un homme aux mains sales mais au cœur pur, je saurai que c'était lui. Alonso regarda le dessin. Il sentit un frisson dans l'estomac. Pas à cause de la fille. Ni de l'image. À cause de la certitude. La maison du vent. C'était comme Remedio appelait la maison où elle avait élevé Carmen. La maison où il était né. Où on l'avait arraché. Où tout avait commencé. Et maintenant, ce nom lui revenait par la bouche d'une enfant. Comme si l'univers se refermait dans un murmure. « Comment tu t'appelles ? » « Camila. Veux-tu que je t'apprenne à semer ?» La fillette hocha la tête. Elle s'assit à côté de lui. Et ensemble, ils enterrèrent des graines dans la terre humide. Comme si la vie pouvait, après tout, recommencer. Alonso ne regarda plus jamais en arrière. Il ne chercha plus reconnaissance, ni justice, ni rédemption. Ce qu'il avait maintenant, c'était une autre façon d'être dans le monde. Une façon simple. Honnête. Silencieuse. Mais vivante. Et c'était tout ce dont il avait besoin. Le dernier jour d'octobre, alors que le soleil se cachait derrière les collines, Alonso sortit de chez lui avec un cerf-volant rouge à la main. Il monta la colline derrière le verger. Le vent soufflait fort. Il le donna à Camila. « Tu sais le faire voler ? Plus ou moins. Alors aujourd'hui, tu vas apprendre. » La fillette courut en haut de la colline. La ficelle se tendit. Le cerf-volant monta. D'abord doucement, puis avec force. Jusqu'à rester suspendu dans le ciel, dansant comme un souvenir qui ne veut pas partir. D'en bas, Alonso la regardait les yeux mi-clos. Le cerf-volant flottait dans l'air. Le vent soufflait avec insistance. Et pendant un instant, il jura entendre la voix de Remedio. Quand le vent caressera ton visage, mon fils, tu sauras que tu n'es pas seul. Un sourire apparut sur son visage sans effort. Pour la première fois depuis longtemps. Pas comme un réflexe. Mais comme la graine de quelque chose qui ne faisait que commencer. Le vent, comme les souvenirs, ne se voit pas, mais il est toujours là. Attendant. Observant. Soutenant tout. Même si personne ne le remarque. Et ainsi se termine cette histoire. Pas avec un cri. Ni avec des applaudissements. Mais avec un cerf-volant dans le ciel et une vérité qui n'a plus besoin de se cacher. Parce que, bien que le passé pèse, le présent, enfin, respire. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et faites partie du changement. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous dans une situation similaire ? D'où nous regardez-vous ? Nous serions ravis de le savoir. Beaucoup de gens traversent des situations similaires. Nous espérons que la voix de Don Remedio vive dans votre cœur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis et votre famille pour montrer votre soutien. Cela nous motive à continuer de vous apporter chaque jour des récits émouvants. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui va apparaître sur votre écran. Cliquez sur les liens qui apparaissent maintenant, nous avons une sélection exclusive d'histoires captivantes et de divertissements garantis spécialement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo. Une accolade.